Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour le deuxième épisode de Fabula Iuris. Donc, je vous rappelle que le premier épisode, on a traité de la question du droit dans les mangas. Épisode qui est disponible sur Twitch, mais aussi sur YouTube, si jamais vous voulez regarder ce qu'on a fait avant. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour ce deuxième épisode qui va traiter d'une question assez différente. Et vous allez voir qu'au fil des épisodes, on va varier beaucoup les thématiques. Et c'est le but. On va traiter aujourd'hui donc la question du serment d'Hippocrate. Alors, je me présente à nouveau au cas où. Donc, je m'appelle Diego Tales da Silva. Je suis maître de conférence contractuel à l'Université de Nîmes, en droit public. Et aujourd'hui, j'ai une invitée. Donc, Yannick Martiquet n'est pas loin. Mais vous voyez donc mon invité de la semaine. Donc, Mathilde, qui est maître de conférence en droit public aussi à l'Université de Guyane. Donc, je vous laisse se présenter rapidement aussi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathilde Kamel-Girard, je suis maîtresse de conférence à l'Université de Guyane. Je suis spécialiste en droit constitutionnel, mais j'ai le plaisir aujourd'hui d'intervenir sur une thématique qui touche plutôt au droit de la santé. Bonjour Nasser, toujours notre fidèle viewer. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui nous suivent chaque semaine. Et c'est vrai que vous allez voir, on va reparler des choses que nous avons pu faire au fur et à mesure. Alors je remercie Mathilde d'être venue. C'est vrai qu'on va traiter aujourd'hui une thématique qui est un peu éloignée de notre champ de compétences. C'est vrai que je suis pas spécialisé en droit de la santé, Mathilde non plus, on n'est pas médecin, mais vous allez voir que le serment d'Hippocrate et les enjeux de ce serment concernent tous les juristes en fait, parce que le serment d'Hippocrate est en fait un texte, un serment qui touche à l'éthique, à la morale, à la déontologie, et nous en tant que juristes, on connaît bien ces thématiques-là. Alors pourquoi avoir choisi ce thème ? Pour plusieurs raisons, alors des raisons d'actualité, des raisons moins d'actualité, on va dire, mais le débat est récurrent dans ce domaine. Alors, en ce moment, avec la crise sanitaire, on parle beaucoup, et je pense que vous avez sans doute entendu parler de ça, parfois il est nécessaire de faire le tri dans les hôpitaux, quand la situation devient dramatique. Je ne parle pas seulement de la France, mais aussi des autres pays. Donc, il faut faire le tri dans les hôpitaux. Avec cette histoire de passe vaccinal, c'est vrai que l'accès aux urgences n'est pas toujours facile, pas toujours aisé. Donc, ça permet finalement à certaines personnes d'avoir accès aux soins et à d'autres non. Il y a la question aussi de l'euthanasie, qui revient très souvent dans le débat public. Les dilemmes moraux des médecins, est-ce qu'il faut soigner un criminel ? Comment on fait face à ces questions-là ? Et le serment d'Hippocrate, finalement, traite toutes ces questions. Je fais un rapide historique avec vous pour qu'on sache tous de quoi on parle. Le but de l'émission, c'est quand même de vulgariser les connaissances, ou en tout cas les rendre plus accessibles. Donc je fais l'historique et ensuite on entame le débat avec Mathilde. Alors juste pour situer les choses, le serment d'Hippocrate, donc, c'est un texte très ancien. On le date du 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est un texte grec qui apparaît dans les traités hippocratiques. Alors, Hippocrate, médecin très connu de l'Antiquité, a fait donc ce serment histoire de montrer quelle était la voie à suivre par les médecins, finalement, quel était leur code déontologie, avant que ça existe vraiment à proprement parler. Je ne reviens pas sur le texte en lui-même, qui a vieilli, mais ce qu'on retient, c'est qu'un médecin doit aider tous les malades, et surtout, un médecin ne doit pas nuire à ses patients. Voilà ce qu'on retient principalement de ce serment d'Hippocrate. Ce serment a été réactualisé en 2012 par le Conseil de l'Ordre des médecins. D'ailleurs, petite anecdote, le serment d'Hippocrate initialement condamnait l'avortement. Et dans cette mise à jour de 2012, on est revenu en arrière pour supprimer donc cette interdiction, vu que l'avortement est légal en France. Par contre, on n'a pas touché à la question de l'euthanasie. Le serment d'Hippocrate, tel qu'elle a été repris par cette réforme de 2012, mentionne toujours l'euthanasie comme étant incompatible avec le serment d'Hippocrate. Mais on va revenir sur cette question tout à l'heure. Le serment d'Hippocrate, donc, qui est une sorte de rite initiatique pour n'importe quel étudiant de médecine, lorsqu'on termine ses études, lorsqu'on soutient sa thèse, on doit prêter ce serment-là, mais il n'a aucune valeur légale, il n'a aucune valeur juridique, il a surtout une valeur symbolique pour les médecins.
pour retrouver les textes, on va dire vraiment juridiques, qui reprennent grosso modo les mêmes termes que le serment d'Hippocrate, il faut aller dans le code de la déontologie médicale, qui apparaît donc dans le code de la santé publique. Je ne reviens pas sur les articles, c'est pas le but de faire un cours à proprement parler, mais le serment d'Hippocrate, tout en n'étant pas, on va dire, un texte de loi, est largement repris par le code de déontologie. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur cette question. Alors, si on commence à traiter donc les thématiques qui font débat, après ce petit historique, on va d'abord traiter la question donc de la pandémie, on va dire sujet d'actualité, et surtout la question de l'accès aux soins. Alors, je donne la parole à Mathilde. En quoi le pass vaccinal, et cette question de l'accès aux urgences notamment, est problématique par rapport au serment d'Hippocrate, du coup? Alors, il est problématique à plusieurs niveaux. D'abord parce que, il crée une différence de traitement entre les personnes qui disposent d'un pass vaccinal et les autres. Donc, ici, on va dire, on a une inégalité qui est due au texte même de la loi, et puis il y a des inégalités aussi qui s'ajoutent eu égard à l'application de la loi. Alors, je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée au moment de l'entrée en vigueur du pass sanitaire. C'était pas le pass vaccinal, c'était le 9 août. Et je venais d'accoucher et je devais sortir de la maternité. Et j'ai assisté à cette scène qui m'a semblé à ce moment-là assez terrifiante, à savoir qu'il y avait une dame qui arrivait aux urgences en ambulance. Et on lui a refusé l'entrée des urgences, mais ce n'est pas un médecin qui lui a interdit l'entrée, c'était le vigile qui n'avait donc pas de formation médicale. Et donc là aussi, on a une inégalité de traitement dans l'application de la loi, selon que l'urgence est examinée par un médecin ou quelqu'un qui n'est pas médecin, justement. C'est vrai que cette question du pass vaccinal, elle met en conflit finalement deux choses. L'accès aux soins, qui est un droit protégé par la Constitution, et du coup, a fortiori dans une situation d'urgence. Et cette question qui est venue d'ordre public, donc de santé publique, selon laquelle il faut être vacciné pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres. Tu l'as dit tout à l'heure, donc c'est un vigile qui a finalement ce pouvoir-là de juger l'urgence de ta situation pour te permettre d'accéder ou non à l'hôpital. On imagine bien qu'un médecin confronté à un patient dans l'urgence, il doit accéder à sa requête. Mais le médecin n'est pas là à l'entrée de l'hôpital. Donc ça crée quand même un obstacle supplémentaire, pour les personnes en tout cas non vaccinées, dans le contexte actuel, pour accéder au médecin. Après, la question pourrait se poser, est-ce qu'un médecin, et certains sont assez véhéments par rapport au pass vaccinal, est-ce qu'un médecin pourrait refuser de traiter un non-vacciné ? Pourquoi le ferait-il ? Son rôle, c'est justement de soigner. Ce serment d'Hippocrate, il dit « tu soigneras toute personne ». Et un non-vacciné est un individu à part entière qui mérite justement d'avoir accès aux soins. Et quand on parle aussi de cet accès aux soins, il faut effectivement réussir à rentrer en contact avec le médecin. Et je me rappelle au tout début de la pandémie, 2 ans en arrière, on s'était rendu compte dans les chiffres des morts, lorsque l'on a pris en compte 1 mois après le début de la pandémie, les morts dans les EHPAD, que cela faisait augmenter de 33% le nombre de morts. Et donc on voit bien qu'il y avait un tri avant même en fait l'accès à l'hôpital, puisque les EHPAD étaient en huis clos et que les personnes qui étaient dans ces EHPAD n'avaient pas justement eu accès au médecin lui-même. Donc la question du tri se pose avant même en fait l'entrée à l'hôpital, sur le seuil de l'hôpital, et ensuite la question au sein de l'hôpital, puisque finalement le traitement n'est pas le même selon qu'on est vacciné ou pas.
Alors, si on considère que tout le monde peut accéder à l'hôpital, imaginons que cette question du pass vaccinal, elle est dépassée, ou en tout cas qu'on a réussi à franchir le seuil de l'hôpital. La question se pose aussi, alors en France nous avons eu la chance quand même que cette question ne se pose pas trop, mais il a fallu faire le tri. Aux États-Unis c'est arrivé à certains moments, je crois qu'en Allemagne aussi, il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez d'appareils de réanimation, donc 2 personnes sont dans un état critique. Est-ce que ce n'est pas contraire au serment d'Hippocrate pour un médecin de devoir choisir entre ces 2 patients, sachant qu'un médecin, il doit soigner tout le monde. Le serment d'Hippocrate, voilà, il est universel. Ça ne pose pas un problème d'éthique de devoir choisir entre un patient, par exemple, âgé et un patient jeune? Alors, si, ça pose un problème d'éthique et finalement, moi, il me semble que le serment d'Hippocrate, il se situe plutôt dans une logique kantienne où on considère que l'homme est une fin en soi. Donc, si l'homme est une fin en soi, on doit soigner tout le monde et on ne doit pas trier. Donc, finalement, la solution pour ne pas trier, c'est une solution qui est politique, c'est une solution qui consiste à augmenter le nombre de lits. Puisqu'en fait, donner plus de moyens aux hôpitaux. Donner plus de moyens aux hôpitaux, puisque finalement, quand on regarde dans l'histoire de la médecine, cette question du tri des patients, c'est une question qui s'est surtout posée en temps de guerre. Justement, j'allais venir. C'est vrai voilà. Qu'entre un patient avec une situation moins grave et plus grave, on sauve celui qu'on peut sauver. Voilà. Et bon, alors, effectivement. D'ailleurs, Nasserifi sur le chat, il y a juste une seconde, qui nous dit c'est arrivé récemment aussi aux USA un patient qui s'est refusé une transplantation cardiaque car il n'était pas vacciné et avait donc moins de chances de survivre selon le chirurgien. Oui, et là, en fait, on est dans une logique utilitariste, c'est-à-dire c'est la logique conséquentialiste qui a été mise en avant donc, par Bentham notamment, à savoir, on va finalement donner les soins en premier à ceux qui ont le maximum de chances de survie, parce que c'est ça qui est le plus favorable finalement à l'intérêt collectif. Mais à mon avis, cette logique utilitariste, elle n'était pas présente dans le serment d'Hippocrate. C'est vrai que et Nasser a tout à fait raison. Hein. Là, on a des médecins qui finalement font des projections sur tes chances de survie parce que tu n'es pas vacciné, parce que tu es plus âgé. Et la question qui a été évoquée à plusieurs reprises, hein, c'était on va sauver un jeune plutôt qu'une personne âgée parce qu'il a plus de chances de survivre. Hein. La question était la même. Mais bon, ça reste de la spéculation. Et surtout, ça reste contraire au serment d'Hippocrate qui fait que on ne devrait pas avoir ce choix-là. Et c'est en Allemagne que ça s'est passé. C'est une association de personnes en situation de handicap qui a fait un recours devant la Cour constitutionnelle fédérale parce que l'association a considéré que ce système de tri désavantageait finalement toujours les personnes en situation de handicap, puisque entre une personne, on va dire, qui est en bonne santé et une personne en situation de handicap, le médecin va de manière subjective privilégier la personne qui n'a pas de handicap. Ce qui fait que la Cour constitutionnelle allemande a dit il faut que la loi prévoie des critères qui permettront en fait de prendre en charge à un même niveau d'efficacité les personnes en situation de handicap et les autres personnes. C'est vrai que ce débat est particulièrement sensible et ce n'est pas étonnant d'ailleurs que la Cour constitutionnelle allemande se positionne sur cette question parce que ça rappelle quand même le spectre de l'eugénisme en fait. On est une personne avec une situation d'handicap, donc ou une comorbidité, hein, on peut dire ça comme ça aussi, parce que c'est rentré dans le vocabulaire de la pandémie. Donc, entre une personne en bonne santé et une personne avec une situation de handicap, d'un point de vue utilitariste, c'est vrai que la personne en bonne santé a plus de chances donc, d'en sortir. Mais ça perpétue cette logique eugéniste, hein, selon laquelle, certaines vies ont moins de valeur que d'autres. Ou en tout cas, on peut s'en passer, parce qu'ils ont moins de chances de survivre, etc. Donc, c'est un débat très sensible, hein,
qui touche à l'histoire, qui touche au droit, et qui touche aussi à l'éthique médicale. Parce que je pense que la question du tri, ce qui est essentiel, et tu l'as évoqué au tout début, c'est qu'on a mis les médecins dans une situation impossible, vu le manque de moyens, vu finalement les besoins de l'hôpital, en France et ailleurs. Hein. On a confronté les médecins à un choix qu'ils ne devraient pas faire, parce que leur serment, donc dès qu'ils deviennent médecins, le but c'est de soigner tout le monde, et de pouvoir prodiguer ces soins à tout le monde. Et les confronter à ce choix-là, ça remet en quelque sorte les convictions même du métier. Mais disons que, oui, en fait, hors situation de guerre, mais finalement, c'était le président Macron qui a dit nous sommes en guerre, et donc nous sommes en guerre même... Ça valide ce genre de pratique. Tout à fait, ouais. C'est vrai que le vocabulaire martial de la guerre fait que ces pratiques peuvent être acceptables. Parce qu'on a tous les deux le réflexe. C'est vrai qu'en temps de guerre, le tri est normal. On a un code couleur pour les cas les plus graves, les moins graves. Et le fait que le président dise qu'on soit en guerre, c'est vrai que ça valide en quelque sorte ce genre de raisonnement. Alors que finalement, c'est le phénomène de cause à conséquence, à mon avis, il est plutôt inverse. On n'a pas assez de lits, on doit trier, donc en fait, on va dire qu'on est en guerre pour justifier le fait qu'on obligé de trier. C'est ça. C'est exactement ça. Et au-delà d'une question de sensibilité, parce qu'on parle de vie de personne, il y a cette question qui est pour moi juridique, parce que au-delà du serment d'Hippocrate, ça touche à la déontologie de médecins. Et comment on explique à la famille de celui qu'on n'a pas choisi, en fait, qu'on a été obligé de choisir quelqu'un d'autre pour soigner, et pas lui, en fait. Et tu disais, sur quels critères éventuellement, c'est vrai que, notamment pour les histoires de greffe, il y a des critères. Et c'est vrai que, et je rejoins Nasser là-dessus, c'est plus on a des chances, effectivement, que la greffe réussisse, plus on est en haut de la liste. On n'est pas exclu de la liste, mais on est tout en haut. Et donc, c'est quelque chose qui se fait, mais ce n'est pas vraiment un tri, c'est un ordre de priorité. Donc, la question est effectivement très complexe, même si elle ne date pas d'hier. Et il y a quelque chose de tout à fait paradoxal, parce qu'on disait, dans cette logique-là, finalement, on va privilégier souvent les jeunes par rapport aux personnes qui sont plus âgées. Mais quand on remarque la logique vaccinale à l'heure actuelle, quelle est la raison qui est mise en avant pour vacciner les jeunes, les adolescents? C'est la logique inverse. Ce n'est pas pour le bénéfice des adolescents eux-mêmes qui finalement développent peu de formes graves de la maladie, mais on vaccine ici les enfants, les adolescents, pour protéger les personnes âgées. Donc il y a cette tension où finalement, là encore, on va avoir une logique qui est utilitariste. En fait, on ne regarde pas quel est le bénéfice pour la personne, pour sa vie, mais quel va être le bénéfice pour le reste de la société. Donc on est vraiment dans une logique utilitariste. Toutes les tensions vaccinales reposent là-dessus, parce que les personnes qui font le choix de ne pas se faire vacciner, pour les raisons diverses et variées, on leur reproche non pas un choix personnel, mais un choix qu'affecte le groupe. Donc toute la logique de la pandémie est devenue finalement cette tension entre personnes âgées, jeunes, ceux qui acceptent de faire des sacrifices pour le groupe, ceux qui n'acceptent pas, etc. Donc, et les médecins se retrouvent au milieu de tout ça, parce que toute la politique vaccinale fait débat parmi les médecins, justement sur cette question de l'utilité de vacciner les jeunes, l'utilité de prolonger les doses, etc. Alors, si on sort un petit peu de cette question de la pandémie, le but c'est pas de faire un débat interminable sur la politique du gouvernement. Il n'y a pas que la pandémie qui crée des tensions par rapport au serment d'Hippocrate. Il y a aussi une deuxième thématique qui me semble intéressante, parce que les avocats et les médecins se rejoignent en fait dans cette thématique. C'est la question du dilemme moral.
concernant certaines pratiques. Alors, un avocat, lorsqu'il va défendre un client, il ne sait pas forcément s'il est coupable. Parfois, il demande, parfois, il ne demande pas. Dans tous les cas, il a la mission de défendre son client. Il doit faire abstraction de ses propres sentiments personnels. Et ça arrive que les avocats défendent des terroristes, des multirécidivistes, ou même qu'ils défendent une personne qui vient là pour la première fois, mais qui va potentiellement commettre des méfaits. Je vous raconte une anecdote d'un médecin que je connais. Il a soigné un patient qui avait des problèmes d'érection. Alors, ce patient, il était tout à fait normal, et après l'avoir soigné, donc quelques années plus tard, il a découvert, grâce à un fait divers, que ce monsieur était un violeur en série. Donc, il s'est senti très coupable d'avoir soigné ce patient. Pour le coup, il a soigné vraiment cette partie spécifique. Donc, en quelque sorte, il se sentait presque complice en fait des actes de cette personne parce qu'il lui a donné les moyens de commettre les forfaits en question. Donc, pour un médecin, c'est toujours compliqué de se dire, soigner un criminel, soigner une personne qui va potentiellement commettre des crimes. Bon, évidemment, quand on ne sait pas, on ne sait pas, mais parfois, on le sait. Et le serment d'Hippocrate, il est inconditionnel. On l'a dit, il faut soigner tout le monde, peu importe les conditions, peu importe le passé de la personne. Pour un avocat, c'est un peu différent. Pour un avocat, c'est vrai qu'il est censé défendre n'importe qui, n'importe qui a le droit d'être défendu. Par contre, un avocat a cette possibilité de refuser, oui. En fait. Dès lors qu'il renvoie un confrère ou une consoeur, voilà. il peut refuser de défendre une personne. Justement, quelle est pour toi la différence entre un médecin et un avocat dans ce choix-là des personnes qui va soigner ou défendre? Tout à l'heure, on parlait de l'urgence. Une personne qui arrive, par exemple, en train de se vider de son sang, à un moment donné, il faut un acte médical pour le soigner immédiatement. Alors, le parallèle avec la justice, ça serait peut-être un petit peu différent parce que s'il va voir un avocat, je pense pour des procédures d'urgence du type référé et que l'avocat ne veut pas, il y aura toujours un avocat commis d'office. Il n'y a pas forcément de médecin, il y a un médecin de garde, mais on n'organise pas de médecin commis d'office, à mon avis. Il n'y a pas d'équivalent. Enzo sur le chat nous dit toute personne mérite d'être défendue, il n'y a pas d'indéfendable, mais effectivement c'est une obligation qui s'adresse plus au système judiciaire qu'à un avocat. C'est ça, c'est une obligation plus générale. Effectivement, tout le monde peut avoir un avocat, a le droit d'avoir un avocat, mais un avocat peut tout à fait refuser un client. Sauf s'il est commis d'office, comme on disait Mathilde. Ça m'est déjà arrivé. J'étais assistant juridique dans un cabinet d'avocats et on a eu une affaire un peu délicate, une agression en fait, et on représentait l'agresseur. Et cette agression donc avait résulté dans une perte de vue de la victime, qui avait été, en tout cas, elle disait qu'elle avait été agressée avec une bouteille, ce qui entraînait des circonstances aggravantes. Et on savait que, parce que la question était venue, on savait que l'agression avait eu lieu avec cette bouteille, mais nous, on devait prouver qu'il n'y avait pas eu de bouteille, en gros. Et je refusais de participer, ça me mettait très mal à l'aise. Bon, j'étais qu'assistant, je n'étais pas vraiment avocat, mais ça me mettait très mal à l'aise de défendre en fait cette personne, parce qu'en quelque sorte, moi, je cherchais à la fois un moyen de la défendre, mais un moyen, finalement, de priver cette victime d'une meilleure indemnisation, de la priver de ses droits. Donc, en fait, je travaillais contre la victime, qui avait raison, pour le coup, et pour l'agresseur. Et ça me mettait dans une situation, dans un dilemme moral auquel j'ai voulu me soustraire, en fait. Et c'est pas toujours évident de faire abstraction de ces choses-là. Parfois, on le sait pas. On reçoit un client, il dit qu'il est accusé de viol, on lui pose pas la question. Est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait pas? On préfère pas savoir. Mais quand on le sait, voilà. Et on peut renvoyer un collègue, un médecin, non. Le parallèle était assez intéressant. Il y a quelqu'un qui arrive avec une urgence, on ne va pas demander alors ton CV, est-ce que tu as commis des crimes, est-ce que tu as fait des choses pas nettes avant de le soigner.
la différence aussi, c'est dans le droit, on va saisir en fait des relations interpersonnelles entre personnes physiques, entre une personne physique et une personne morale, mais finalement l'avocat il s'immisce au sein de cette relation-là, alors qu'il me semble que le médecin, lui, il va s'occuper d'une personne et il va saisir cette personne pour elle-même et en elle-même. Et je crois que donc, le regard est différent puisqu'il s'intéresse à la personne en elle-même, alors que finalement, le rôle de l'avocat, c'est de s'intéresser à une relation entre deux personnes, on va dire, en se situant plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Après, ça peut arriver aussi, bon, là, on est dans les hypothèses, mais je suis sûr que ça arrive. Imaginons qu'une dame se présente avec son mari, lui, il est très amoché, par exemple, et au cours de la discussion avec le médecin, elle se confie à lui, et on découvre que ce mari, il frappe sa femme, il frappe ses enfants, il l'a menacé de mort, etc. Et le médecin qui vient d'apprendre cette information, doit le soigner. Est-ce que tu ne penses pas que ça lui pèse sur la conscience de se dire finalement je le soigne pour que potentiellement il recommence à faire ce qu'il fait à sa famille? Alors oui, je pense que ça lui pèse. Non, mais tu vois que c'est pas toujours évident un médecin normalement il est confronté à une personne, mais parfois il s'immisce aussi dans ses relations interpersonnelles. Alors, je pense que ça lui pèse sur la conscience et je pense que ça lui pèse d'autant plus sur la conscience que, à ce moment-là, le relais pour le médecin, ça devrait être le relais de la justice. C'est-à-dire que, finalement, c'est l'hypothèse où l'on devrait lever le secret, là, on parle de secret médical. Le secret médical et finalement permettre qu'une plainte soit posée, que la femme et les enfants soient mis en sécurité, etc. Et ce qui doit être d'autant plus pesant, c'est qu'on sait que finalement le système, on va dire police-justice, concernant les violences conjugales, concernant les violences intrafamiliales, je pense aussi aux cas d'agression sexuelle, de viol, etc., fonctionnent très mal, puisque finalement, on a peu de condamnations. Donc, ça doit être doublement pesant de savoir qu'on remet en état quelqu'un qui a commis un acte répréhensible, et en plus, on sait que cet acte répréhensible, il y a très peu de probabilité pour qu'il soit sanctionné. Non seulement on lui permet finalement de continuer à faire ce qu'il fait, mais on sait que même si la justice prend le relais, il y a peu de chances pour qu'il soit condamné ou puni pour les choses qu'il a pu faire. Ouais. Donc, c'est un peu cynique, hein, évidemment, de se dire ça. Mais c'est vrai que quand on est médecin, est-ce qu'on doit protéger... Alors, et là, on est confronté à cette hypothèse que j'ai évoquée. Hein. Est-ce qu'on doit protéger finalement notre patient et le sauver, ou est-ce qu'on protège aussi la famille qui subit les violences? C'est très délicat, et c'est vrai que le serment d'Hippocrate, il ne tient pas compte des cas particuliers, en fait. Et il tient compte des situations générales. Il faut protéger le secret médical, il faut sauver les patients, il ne faut pas nuire. Et le droit fonctionne souvent comme ça, oui. Par des généralités. On ne peut pas être exhaustif, hein, évidemment, mais il y a une myriade de situations particulières où ça peut être plus ou moins délicat. Et comme je disais, hein, parfois on se sent dans une situation de complicité avec l'acte. Hein. Ça peut être aussi d'ailleurs pour un avocat. Hein. Et ça, c'est moralement, ça peut être assez délicat. Pour revenir un petit peu en arrière, Nasser Rifi nous demande si un avocat commis d'office peut refuser de défendre le point de vue de l'agresseur. Donc j'imagine même pour tout avocat, c'est valable la question. Il donne l'exemple d'un agresseur qui voudrait absolument plaider non coupable, alors que, on imagine l'avocat ne voudrait pas. Un avocat commis d'office n'a pas trop le choix. Hein. Il doit défendre son client et il ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de son client. C'est comme un médecin d'ailleurs. Hein. Un médecin, quand il préconise un certain traitement au patient, il faut que le patient accepte. Bien sûr, s'il n'accepte pas, il signe une décharge pour dire qu'il a écouté le médecin, mais qu'il n'a pas suivi ses indications. Lorsqu'on veut sortir de l'hôpital, par exemple, avant, un avocat doit suivre les consignes de son client. Parce que dans cette relation entre client et avocat, l'avocat est un représentant, est un mandataire. Hein. Donc
Donc non, si le client lui dit de plaider non coupable, bah, il plaide non coupable, même à contre-cœur. Pour le coup, et là, les preuves vont faire leur jeu. Enfin, vont être mises en avant. Ce qui est délicat, je pense, c'est que tu disais, lorsqu'on sait qu'un patient qu'on est en train de soigner a commis des crimes, donc il faudrait que la justice prenne le relais. Mais c'est vrai que les avocats aussi sont confrontés à des situations délicates en raison du secret professionnel. Hein. Imaginons, on a un client qui débarque, il dit qu'il a tué sa femme et qu'il a besoin d'un avocat. Tu sais qu'il a tué sa femme. Et pourtant, tu peux accepter éventuellement de le défendre. Alors, soit pour minimiser la peine, hein, soit pour essayer de trouver des preuves selon lesquelles il ne l'a pas fait. Oui, mais... Non, c'est pas des choses faciles. Il y a des dilemmes moraux qui sont très, très importants. Et alors là, on sort un petit peu du champ du droit, mais on rentre finalement dans des cas de philosophie morale. Et il y a ce livre de Ruben Augien qui s'appelle De l'influence de l'odeur des croissants chauds. Et c'est un ouvrage où il recueille tout un cas de dilemmes comme ça. Et c'est le fameux dilemme, par exemple, des traminots qui sont en train de travailler donc sur les rails. Est-ce qu'on a le droit d'intervenir pour préférer tuer une seule personne plutôt que d'en tuer 5 ou 6? Et il multiplie comme ça les qui sont dérangeants. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas de réponse. Et le premier réflexe qu'on a, c'est qu'on n'aimerait pas être à la place de la personne qui doit choisir. Et pourtant, il y a des fois où, justement, parce qu'on a choisi tel ou tel métier, eh bien, on va être forcé de choisir. C'est peut-être pour ça que le serment d'Hippocrate pose finalement cette obligation universelle qui montre aux médecins qu'ils doivent oublier ces dilemmes, en fait. Lorsqu'ils sont en train d'agir comme médecins, tout le reste doit passer au second plan. Parce qu'on sait que les situations sont délicates. Et pour l'avocat, c'est un peu pareil. Hein. Lorsqu'on prête serment, parce qu'on prête serment aussi en tant qu'avocat, l'idée, ça va être de se dire, je fais fi de mes convictions personnelles pour défendre mes clients du mieux que je peux. Après, on est humain, hein, donc forcément, ces questions nous pèsent, quoi. Oui. Et peut-être que cet accompagnement justement du médecin et de ce dilemme, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le cas de l'euthanasie, justement. Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on fait alors, on va enchaîner sur l'euthanasie justement. Finalement, qu'est-ce qui est plus secourable, laisser un patient souffrir ou l'aider à partir? Alors cette question de l'euthanasie est évidemment encore un peu plus complexe, on va dire, tout simplement parce que, je vous l'ai dit, malgré la réforme de 2012, cette interdiction de l'euthanasie apparaît toujours dans le serment d'Hippocrate. Donc, normalement, c'est un interdit pour les médecins. Évidemment, il y a eu des réformes, on va y revenir rapidement sur ça, mais il faut savoir que le serment d'Hippocrate, il est prolongé par on va dire, un adage latin, qui est apparu au 19e siècle, hein, donc c'est juste qu'on aime bien le latin. Le primum non nocere, donc d'abord ne pas nuire. Cette expression n'apparaît pas directement dans le serment d'Hippocrate, hein, mais c'est un corollaire de ce serment. Et pour un médecin, son premier réflexe doit être de tout faire pour aider, donc ne pas nuire. Et finalement, aider une personne à mourir, ça peut être considéré comme une forme de nuisance, pour elle ou pour son entourage. Et c'est vrai que le débat est toujours brûlant en France sur l'autorisation ou pas donc, de l'euthanasie. Est-ce que Mathilde, donc, tu veux bien revenir sur les tenants et les aboutissants de cette question en France? Alors, en France, donc, on interdit toujours l'euthanasie. Finalement, c'est une minorité de pays qui autorisent soit l'euthanasie, soit le suicide assisté. Donc autour de nous,
les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg autorisent l'euthanasie. La Suisse autorise le suicide assisté. L'Espagne, récemment, donc l'an dernier, a autorisé l'euthanasie. Et au Portugal, finalement, cette réforme a été ajournée parce qu'elle a été retoquée par le tribunal constitutionnel portugais. Alors en France, qu'est-ce que l'on peut faire ? Eh bien, c'est ce qu'autorise la loi Leonetti de 2005 qui a été modifiée en 2016. C'est que, on peut arrêter un traitement en cas d'acharnement déraisonnable, d'acharnement thérapeutique déraisonnable. Et ce qui pose la question du caractère raisonnable ou pas de l'acharnement, et puis aussi de la volonté du patient. Alors, on va dire, quand le patient est en mesure d'exprimer cette volonté, finalement, il peut la confier au médecin. Il peut l'avoir fait de manière anticipée. C'est ce qu'on préconise d'ailleurs. C'est ce qu'on préconise justement depuis l'affaire Vincent Lambert. Et tout le problème se pose lorsque justement la personne n'est plus en mesure de donner des indications quant à sa fin de vie lorsqu'il est dans un état qui était celui de Vincent Lambert, qui était dans un état donc végétatif. C'est vrai. Oui. Inès, dans le chat et derrière la régie, qui nous demande quelle est la différence entre euthanasie et suicide assisté. Peut-être effectivement une question pour comprendre un peu mieux les débats et les différences de législation entre les pays. Alors, l'euthanasie, littéralement, c'est la mort douce. En fait, c'est lorsqu'une personne est dans une situation où elle est déjà en train de s'acheminer vers la mort, de lui permettre de mourir, on va dire, dans des conditions moins difficiles que celles qui seraient celles qui se passeraient si on laissait le processus se dérouler normalement. L'euthanasie renvoie souvent à cette situation où la vie de la personne dépend des machines. Est-ce qu'on doit... C'était le cas de Vincent Lambert, il vivait grâce aux machines, au respirateur, il s'alimentait par la machine, et on étend la machine ou pas. Parce que, on peut prolonger la vie, mais c'est une vie un peu artificielle au final. Oui. Alors que le suicide assisté, tu me corrigeras éventuellement, c'est lorsqu'on a par exemple une maladie incurable, on sait qu'on doit vivre avec cette maladie, avec beaucoup de souffrance, et on cherche un médecin pour nous donner donc une porte de sortie. D'ailleurs, en Suisse, ils ont une association. Oui, il y a deux associations en Suisse. Il y a Dignitas et il y a Exit. Qui, alors, non seulement militent, mais qui permettent aux personnes d'appeler, en fait, et de demander, il y a un suivi psychologique, il y a tout un processus, un protocole, mais qui permettent le suicide assisté, qui est, on va dire, un prolongement de l'euthanasie. Et en Suisse, on est encore au suicide médicalement assisté, c'est-à-dire que justement, il y a un suivi psychologique, il y a l'avis d'un psychiatre, on fait intervenir le corps médical dans la prise de décision concernant ce suicide, mais justement, les associations donc Dignitas, Exit, etc., on va dire, ont une forme de lobbying, et je pense particulièrement à Exit, pour passer du suicide médicalement assisté au suicide assisté. Et peut-être que c'est une information que vous avez vue passer parce qu'elle était un petit peu insolite. C'est donc cette association Exit qui a mis en place une sorte de cercueil qui s'appelle donc Sarco, où finalement il suffirait de se mettre dans ce sarcophage et de répondre à un certain nombre de questions, et une fois que le processus est validé, il y a un gaz qui s'infiltre dans la machine, et on peut mourir finalement sans qu'à aucun moment il y ait un médecin qui intervienne. Une discussion, un suivi, effectivement.
Ce qui représente potentiellement une forme de dérive. C'est vrai que on en parlait tout à l'heure, juste avant l'émission, lorsqu'on découvre le diagnostic d'une maladie incurable ou compliquée, on est un peu perturbé, à juste titre. Et c'est vrai que c'est la porte ouverte à des patients dans cette situation-là, sur le feu donc, du diagnostic, de cette mauvaise nouvelle, de se précipiter, en fait. On ne sait pas quels sont les tournants de la vie. Et cette porte de sortie trop facile, finalement, peut entraîner des dérives. On peut se poser même la question d'une forme de pression sociale qui peut exister justement parce que les associations qui vont faire la promotion du suicide médicalement assisté ou même du suicide assisté, donc sans médecin, finalement il y a toute une économie derrière ceux qui ont créé Sarko, ça reste une entreprise. Ça reste, exactement. Et donc, on peut se demander si, finalement, le fait de mettre à disposition des outils aussi faciles d'accès... Est-ce qu'on n'incite pas ? Exactement. Effectivement. Et alors, en France, la propagande, la publicité en faveur du suicide est interdite par la loi. Donc, c'est réprimé par le code pénal. Et donc, ça a conduit, il y a quelques années en arrière, à l'interdiction d'un livre qui présentait les différentes manières pour se suicider. Et justement, par exemple, Exit ne pourrait pas faire en France la même promotion de Sarko qu'elle le fait en Suisse. Tout à fait. C'est vrai que et la question était pertinente de distinguer l'euthanasie et le suicide assisté, ou médicalement assisté, parce qu'autant le débat public est relativement ouvert en France concernant l'euthanasie, c'est vrai que nous avons des lois qui encadrent ça. On aime bien en France faire des lois un peu alambiquées. C'est vrai qu'à aucun moment on dit euthanasie, mais lorsqu'on parle d'arrêter l'acharnement des traitements, en quelque sorte, oui, on valide l'euthanasie dans des situations très spécifiques. Mais la question du suicide assisté, c'est encore plus tabou, en fait, alors que des pays voisins, on parle pas d'un continent lointain, on parle de la Suisse qui est juste à côté, et cette dérive, je trouve, elle est dangereuse, parce que c'est vrai que nous, en tant que Français, on prend le train, en 3 heures, 4 heures, on est en Suisse, et on peut avoir accès à Exit, par exemple. Et ce qui pose, là encore, à mon avis, une question aussi d'égalité entre les personnes. On se rappelle que, par exemple, avant la légalisation de l'avortement, eh bien, finalement, les femmes les plus, on va dire, les plus aisées pouvaient aller se faire avorter hors des frontières françaises, et puis celles qui n'avaient pas les moyens, devaient subir soit leur grossesse, soit prenaient des risques énormes avec les aiguilles à tricoter, etc. Et là, finalement, se pose aussi cette question-là, puisque des personnes qui vont avoir les moyens vont pouvoir faire les démarches en Belgique, en Suisse, etc. Et celles qui n'ont pas les moyens, quand bien même elles souhaiteraient finalement, on va dire, avoir accès soit à une euthanasie active, soit à un suicide médicalement assisté, eh bien, elles ne peuvent pas y avoir accès. De la même manière qu'une personne qui sera, on va dire, en relation étroite avec un médecin ou qui sera médecin pourra procéder à cette euthanasie, et celles qui n'ont pas ces contacts-là ne peuvent pas le faire. Donc, je crois que c'est un sujet dont il faut quand même se saisir, même si on le fait de manière peut-être imparfaite. Et c'est vrai qu'en France, donc, par la loi Leonetti, qui a été rétoquée plusieurs fois, je me rappelle, à l'époque, il y a eu une infinité d'amendements avant qu'on puisse vraiment la valider. Ce n'est pas plus mal, finalement, qu'on ait un cadre aussi strict pour l'euthanasie, parce que ça reste quelque chose de contre nature pour les médecins.
et c'est contraire au serment d'Hippocrate. Et pour un médecin, ça doit être une décision vraiment de dernier recours qui s'appuie sur le consentement éclairé de la personne qui est concernée. Et c'est vrai que toute l'affaire Vincent Lambert, si vous vous rappelez, portait sur cette question du consentement. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Vincent Lambert a eu un accident. Il était dans un état végétatif. C'est vrai qu'il dépendait des machines pour vivre. Et d'un côté, il y avait sa femme qui déduisait finalement de sa manière de vivre qu'il aurait voulu finalement partir. Alors que ses parents, à lui, estimaient que non. Il me semble qu'ils étaient en plus très religieux, donc estimaient que non, il aurait voulu vivre à tout prix. Et comme il n'était pas en mesure de se prononcer, l'affaire est devenue une épopée. Parce que, alors je ne reviens pas sur les détails, mais les tribunaux français, je pense que tous les tribunaux français qui pouvaient être saisis ont été saisis. Oui, la Cour européenne des droits de l'homme. Tous les tribunaux européens qui pouvaient être saisis ont été saisis. Vous avez un pavé comme ça de procédures juridiques. J'ai eu l'occasion de traiter avec un étudiant le processus, rien que la procédure juridique, et c'est interminable parce qu'on manquait de consentement. Donc les verrous sont quand même assez conséquents lorsqu'on ne sait pas si la personne souhaite ou non le faire. Sachant que, et tu l'as très bien dit, on parle d'acharnement déraisonnable. À partir de quand c'est déraisonnable ? Et surtout, il y a quelque chose aussi, c'est que finalement, comme on est dans le domaine médical, tout dépend aussi de l'état des connaissances médicales. Moi, je sais que pour mes deux grossesses, j'ai, en vue de l'accouchement, j'ai fait mes directives anticipées. Et je me rappelle que dans la deuxième version de ces directives anticipées, j'avais un peu plus réfléchi que pour la première fois. Et justement, je me disais, il faut prendre en compte cet état des connaissances et puis donner en fait un délai entre chaque avis médical, c'est-à-dire s'il m'arrive un problème et que je suis dans un état végétatif, on regarde à un instant T et puis on regarde 6 mois plus tard, est-ce que mon état s'est amélioré, est-ce que finalement on a une connaissance un peu plus précise de la situation grâce notamment à l'état de l'avancée de la science. Après, l'idée, c'était pas de... Moi, j'avais fait le choix de dire, on fait 6 mois, on regarde ce qui se passe au bout de 6 mois, et ensuite, on prend la décision en fonction des données à ce moment-là. Mais je pense que, justement, il y a un aspect temporel qui est important, qui est dû au fait que, comme dans tous les domaines techniques, on a des avancées qui peuvent être aussi rapides et qui peuvent changer la donne. Et je pense que les médecins mettent en avant cela, parce que je pense notamment à la question du coma. C'est vrai qu'une personne qui est dans le coma, c'est imprévisible. Les médecins ne peuvent pas donner de délai et dire cette personne va se réveiller. Mais elles ont tendance à enseigner les personnes en disant c'est vrai qu'en l'état de la médecine, on ne peut rien faire pour cette personne. Mais c'est pareil pour les maladies incurables. Mais qui sait si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne va pas trouver un remède miracle, on ne va pas trouver une solution pour contourner le problème. C'est vrai que c'est pour ça que je parlais de précipitation. Notamment avec Exit, ou ces genres d'associations, c'est vrai que quand on est confronté à un diagnostic compliqué, il tient compte de la situation des connaissances médicales à l'instant T. Mais les choses évoluent très vite dans le domaine de la médecine, et c'est pas plus mal d'avoir un cadre très strict, notamment pour Vincent Lambert, je reprends, au-delà de cette procédure juridique interminable, quand on reprend le dossier, plusieurs comités de médecins se sont penchés sur la question. Les avis parfois divergé, mais il y a eu débat entre les médecins, il n'y a pas eu un diagnostic, il n'y a pas eu un seul avis, il y a plusieurs avis, plusieurs débats. Je pense pour 2 choses, non seulement parce que c'est une décision importante, finalement on parle de l'avis d'une personne, mais aussi ça permet en fait de ne pas faire peser ce choix sur un seul médecin. C'est pas le médecin qui a joué à Dieu en disant lui, vu sa situation, il vaut mieux qu'il parte. C'est une décision qui est toujours prise par un comité de médecins, ce qui permet en quelque sorte de respecter le serment d'Hippocrate. C'est une décision collective, c'est une décision du corps médical et pas du médecin. Donc je pense que l'euthanasie, malgré cette interdiction dans le texte, peut être contournée. On peut respecter le serment d'Hippocrate tout de même
par ces verrous qui existent actuellement. Et justement, je fais le lien sur la collégialité. Donc la collégialité, effectivement, nous en droit, par exemple, on a un adage qui est juge unique, juge inique. Finalement, c'est la collégialité permet d'éviter l'arbitraire. Et je fais le lien avec ce qu'on disait au début sur le tri à l'hôpital. Par exemple, la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne, pour les personnes handicapées, pour juger de la situation, pour mettre en place donc des critères qui ne soient pas défavorables aux personnes handicapées, préconise la mise en place d'une collégialité, que la décision ne repose pas sur un seul médecin. Et l'autre chose, il me semble aussi qu'il y a la volonté du patient qu'il faut pouvoir respecter. Et je pense que dans n'importe quel texte législatif qui vient encadrer l'euthanasie passive, l'euthanasie active, etc. L'important aussi, c'est de protéger la volonté du médecin. C'est-à-dire que si on va plus loin que l'euthanasie passive, ce qui est finalement autorisé en France à l'heure actuelle, dans le sens de l'arrêt des soins, l'euthanasie active, c'est le fait pour un médecin de choisir de donner, on va dire, une injection qui va permettre de mourir plus facilement. On doit toujours pouvoir respecter la liberté de conscience du médecin et prévoir une clause de conscience, que ça ne soit pas un acte qui soit imposé non plus au médecin. Bien sûr. Bon, comme vous pouvez le voir, le serment d'Hippocrate permet des débats divers et variés. Alors, des débats intemporels, parce que c'est vrai que l'euthanasie, on en parle depuis toujours. Peut-être avec moins d'égard dans l'Antiquité, où on faisait des choix pragmatiques, mais beaucoup plus aujourd'hui avec cette question de la dignité humaine, le respect de la dignité humaine. Mais c'est un débat d'actualité. Les médecins reviennent souvent, en fait, sur ce serment d'Hippocrate, qui est le socle de la déontologie médicale, et les liens avec le droit ne manquent pas. Donc, éventuellement, si Mathilde veut dire un dernier mot pour conclure cette émission. Eh bien, un dernier mot simplement pour vous dire tout mon plaisir qui a été de retrouver l'université de Nîmes en ce mois de janvier, où j'ai eu le plaisir d'enseigner pendant un an et demi, et le plaisir de retrouver mes collègues à cette occasion-là. Alors, merci beaucoup Mathilde pour cette intervention. Comme je l'ai dit, c'est vrai que nous ne sommes pas des spécialistes du droit de la santé, mais en tant que juriste, il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que ça nous touche directement, parce que vous avez vu, les parallèles avec les juristes peuvent quand même être établis. Donc, je vous remercie pour votre attention, pour les questions du chat, et on se donne rendez-vous dans 2 semaines, le 14 février, pour le 3e épisode de Fabula Juris. Merci beaucoup.